Ravi de vous retrouver sur LCP pour un nouvel épisode. La séance est ouverte. Cette semaine à l'Assemblée nationale, il y a eu la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu qui a annoncé la suspension de la réforme des retraites. Et il y a eu le coup d'envoi du débat budgétaire en commission parlementaire avec l'audition des ministres. Alors ce projet de loi de finances pour 2026, il est présenté par un tandem. Amélie de Montchalin, que l'on connaît bien, elle a été reconduite à Bercy. Elle est ministre chargée des comptes publics. Et à ses côtés, Roland Lescure, qui est le tout nouveau ministre de l'économie et des finances. Il a appelé les députés à la responsabilité commune pour adopter un budget avant le 31 décembre. C'est la date coup près. Il a promis d'être à l'écoute des parlementaires car il n'y aura plus de 49.3 sur le budget selon la promesse de Sébastien Lecornu. Stabilité, c'est le maître mot de cette audition. Direction tout de suite la salle de la commission des finances. À tout à l'heure. La période que nous traversons a beaucoup usé les mots, jusqu'à parfois les vider de leur sens. Sachez que je pèse chacun des miens et que chacun m'engage. L'instabilité de notre situation politique rend plus pressante encore notre responsabilité aujourd'hui. Notre responsabilité, c'est d'assurer stabilité, visibilité et confiance aux Françaises et aux Français, aux ménages, aux entreprises, aux investisseurs. Cela suppose de doter la France d'un budget pour 2026. Cette exigence de responsabilité, elle est collective. Chacun, de là où il est, doit tenir sa part. Notre premier devoir, à Madame la Ministre et à moi, c'était de déposer devant vous ce projet de budget dans le respect des délais prévus par la Constitution. Nous sommes aujourd'hui dans les temps pour permettre que les 70 jours de débat parlementaire aillent jusqu'à leur terme. Ce projet de budget est le fruit d'un travail de longue haleine. Chère Amélie, je voudrais te remercier pour le travail exceptionnel que tu as accompli depuis que tu as été nommée le 23 décembre dernier. Et je souhaite aussi saluer le travail exemplaire des agents de nos ministères. Certains sont derrière nous ou à nos côtés aujourd'hui. Ils ont œuvré sans relâche à la préparation du texte que nous vous présentons, malgré les soubresauts du calendrier politique de ces derniers mois. Ce contexte et l'urgence du dépôt du texte n'ont pas permis au budget présenté de tenir compte de l'ensemble des discussions entre les forces politiques qui se sont poursuivies jusqu'à très récemment. Il propose toutefois un point d'équilibre possible, sans exclure que d'autres soient envisageables. En tout état de cause, et j'ai entendu le président Boris Vallaud utiliser les mêmes mots, il constitue un point de départ et certainement pas le point d'arrivée. S'ouvre donc ce jour le chapitre des discussions parlementaires. Le Premier ministre l'a dit, nous serons à l'écoute de vos propositions. Le Premier ministre s'est engagé à ne pas recourir à l'article 49, alinéa 3 pendant ces débats. Nous sommes donc tous garants de l'aboutissement d'un compromis si nous voulons doter la France d'un budget pour 2026. Mais concession ne veut pas dire déraison. La justice fiscale, ce n'est pas la surenchère fiscale. Je tiens à être très clair. Le compromis politique que nous atteindrons aujourd'hui et dans les semaines qui viennent ne fera pas de lui-même disparaître notre dette. Donc laissez-moi vous prévenir, je serai intraitable sur notre trajectoire budgétaire. Nous conserverons l'objectif d'un déficit inférieur à 3% du PIB en 2029, non pas pour faire plaisir à Bruxelles. J'étais jeudi et vendredi, en l'occurrence à Luxembourg, avec mes collègues européens. Ils sont préoccupés par la situation française, mais ils soutiennent nos efforts de redressement. Et je pense qu'ils nous font confiance. Nous ne faisons pas ça non plus pour faire plaisir aux marchés financiers, même si c'est important pour notre souveraineté. Nous le faisons parce que 3% en 2029, c'est le niveau qui permet de stabiliser notre dette, d'arrêter sa hausse inexorable. Je répète, stabiliser. Alors que notre objectif à tous devrait être sa décrue. Voilà la vision que je défendrai sans relâche. Adopter un budget qui mette un coup d'arrêt à la hausse de la dette et rétablisse nos comptes publics.
en préservant la croissance, l'emploi et la transition écologique, avec un effort important, équitablement réparti. Il en va de la pérennité de nos services publics comme de celle de notre modèle social. Il en va de la préservation de notre souveraineté, de la signature de la France, de la crédibilité de nos engagements envers nos partenaires européens et internationaux. Il en va, mesdames et messieurs les députés, de notre responsabilité face aux générations futures. Il en va de l'ensemble des ministres, mais aussi de vous toutes et vous tous. Chacun dans notre rôle, nous partageons une responsabilité commune, celle de doter la France d'un budget exigeant pour 2026. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, que vous avez auditionné ce matin, Monsieur le Président, il est aussi président du Haut Conseil des finances publiques. Il vous a dit que ce budget relève un peu d'une construction parfaite, d'un plan d'architecte. C'est vous qui êtes les bâtisseurs. Afin de partager cette responsabilité commune et afin que nous soyons au même niveau d'information, Amélie de Montchalin et moi-même vous transmettrons régulièrement des informations sur l'impact des dispositions qui auront été votées en commission comme en séance, en dépenses, en recettes et en déficit. Ces chiffres, évidemment, sont des estimations. Certains amendements ne pourront pas être chiffrés en temps réel, mais cela permettra, je l'espère, d'éclairer vos débats. Ces chiffres devront être la boussole de notre responsabilité collective dans les semaines à venir, le fil d'Ariane des compromis qui émergeront. En 2025, nous tous, puisque je l'étais, parlementaires, nous avons été au rendez-vous en adoptant un budget. Nous avions voté une cible de déficit à 5,4% du produit intérieur brut. À ce stade de l'année, cet objectif est à portée de main et notre responsabilité, c'est de nous assurer que ce chiffre soit tenu. Pour chacune des administrations publiques, les objectifs que nous étions fixés sont en passe d'être tenus. Et je voudrais saluer l'action de mon prédécesseur, Éric Lombard, qui, avec Amélie de Montchalin, a permis de faire voter le budget 2025 et d'avoir un pilotage au cordeau de nos finances publiques. Nous poursuivrons cet effort de maîtrise de l'exécution du budget et de transparence renforcée auprès des représentants de la nation. Par ailleurs, et c'est important, la croissance a résisté avec un acquis de croissance à l'issue du deuxième trimestre de 0,6%. Nous sommes dans la commission des finances. Vous savez tous ce que c'est. C'est la croissance que nous aurions d'ici la fin de l'année si le troisième et le quatrième trimestre n'avaient pas de croissance du tout. La prévision de croissance au troisième trimestre est de 0,3% selon la Banque de France et l'INSEE. Je suis donc en mesure de vous confirmer notre prévision de croissance de 0,7 pour 2025, conforme à la prévision du gouvernement actualisée au printemps. À titre de comparaison, la croissance allemande devrait atteindre 0,2%. Notre taux de chômage reste stable à 7,5%, proche de son plus bas niveau depuis 40 ans. La crise inflationniste est définitivement derrière nous puisque l'inflation devrait s'établir à 1,1% contre 2% en 2024 et plus dans la plupart des pays de la zone euro. Cela a permis que cette année encore, le pouvoir d'achat des Français progresse de 0,8%. Mesdames et messieurs les parlementaires, malgré des améliorations notables en 2025, nous ne sommes pas tirés d'affaire, loin s'en faut. Le contexte international est toujours très incertain et constitue un aléa important pour 2026. Nous entrevoyons certes une lueur d'espoir au Proche-Orient depuis hier, mais la guerre persiste aux portes de l'Europe. Ce climat d'incertitude internationale affecte notre économie sans évidemment compter les secousses des droits de douane imposés par les États-Unis et les pressions agressives exercées par la Chine. Cela engendre des comportements plus attentistes de la part des ménages, mais aussi des entreprises dont l'investissement a fléchi cette année. Pour autant, les fondamentaux de notre économie sont sains. Pour l'année 2026, je vous annonce que nous prévoyons une croissance de 1%, soit une légère accélération tirée par la demande domestique, grâce à une inflation maîtrisée de 1,3%, nettement inférieure, là encore, à la moyenne européenne.
Nous tablons sur un redressement de la consommation des ménages en 2026. Je vous rappelle que le taux d'épargne des ménages atteint 18% en 2025, soit 4 points de plus que la période pré-Covid. C'est un signe d'inquiétude, de précaution. Nous devons à tout prix rétablir la confiance de nos concitoyens. Les incertitudes politiques génèrent des incertitudes économiques. Nous devons de les lever. Mais gardons en tête, à tout moment de nos débats, la réalité des faits. Le point faible de notre pays, ce n'est pas notre économie. Ce sont nos finances publiques et plus précisément, nous avons un problème de dépenses. Quelques rappels factuels pour nous situer. Notre déficit public est le plus élevé de la zone euro en 2024, le troisième le plus élevé de l'Union européenne, après la Roumanie et la Pologne. Et nous serons, suivant les prévisions, les derniers de la zone euro avec la Belgique à passer en dessous de 3% en 2029. Notre dette, à la fin du premier trimestre, s'élevait à 114% du PIB, la troisième la plus élevée de l'Union européenne, derrière la Grèce et l'Italie. Enfin, vous le savez, au cours des 2 dernières années, nous avons été dégradés par les principales agences de notation. Le 12 septembre dernier, Fitch a retiré la France de la catégorie des investisseurs de très haute qualité pour les investisseurs internationaux. Mesdames, Messieurs les parlementaires, nous avons changé de division. Le coût de notre dette a augmenté significativement, le taux de nos obligations à 10 ans dépassant de plus de 80 points de pourcentage celui de l'Allemagne, même si ça s'est un peu amélioré aujourd'hui. Nous nous endettons nettement plus cher que nos voisins. En 2024, la charge de la dette de l'ensemble de nos administrations publiques, c'était 60 milliards. Cette année, c'est 65 milliards. L'année prochaine, ce seront 74 milliards d'euros. Nous avons parfois l'impression que cela n'a pas beaucoup d'impact pour nos concitoyens. Quand le taux d'emprunt de l'État augmente, ce sont les taux d'intérêt pour les logements, pour les prêts à la consommation, pour les entreprises qui augmentent. Ce sont des conséquences très concrètes pour nos concitoyens qui affectent directement leur situation financière. Mesdames, Messieurs les parlementaires, ces indicateurs sont inquiétants, mais ils ne sont pas irrémédiables. Ils nous invitent à une action résolue et immédiate. D'autres avant nous l'ont fait. Le Canada et la Suède dans les années 90, plus récemment la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Nous aussi, nous pouvons le faire, nous devons le faire, nous allons le faire. Ce budget nous met sur ce chemin, il pose une trajectoire de redressement atteignable. Je vous annonce que nous prévoyons une réduction du déficit des administrations publiques à 4,7% du PIB pour 2026. Notre dette publique atteindra presque 118%, 2 points de plus que cette année, et le programme de financement de l'État s'élèvera à 310 milliards d'euros. Au regard de tous ces indicateurs et du risque encouru, notre devoir, notre responsabilité, à Amélie de Montchalin et à moi, c'est d'être intraitable dans le cadre de nos débats sur le respect de notre trajectoire budgétaire. Cet objectif est cohérent avec un retour du déficit sous les 3% en 2029. Ce budget, c'est un budget d'équité qui mobilise les plus fortunés. Amélie y reviendra. C'est un budget souverain. Amélie y reviendra. C'est un budget qui préserve notre compétitivité. Vous savez que ce sujet m'est cher. L'industrie, c'est la colonne vertébrale de notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle nous proposons de poursuivre la baisse des impôts de production. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises baissera de 1,3 milliard d'euros en 2026. Ce n'est pas un cadeau aux grands patrons. C'est un investissement dans 300 000 entreprises qui représentent des millions d'emplois partout en France. Ce sont des petites et moyennes entreprises, des entreprises industrielles qui vont nous permettre de poursuivre la réindustrialisation de notre pays. L'industrie, c'est le nerf de la guerre. L'innovation est également au cœur de notre stratégie industrielle depuis des années. Nous avons des ingénieurs de qualité, des chercheurs de qualité, et j'en profite pour saluer les travaux de Philippe Aghion, sacré hier prix Nobel d'économie. Ces travaux sont extrêmement pertinents pour nous tous et nous toutes. C'est sur le rôle crucial des politiques économiques
en soutien à l'innovation, qui vise à encourager la recherche et à faciliter l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. C'est pourquoi les moyens en faveur de la recherche seront accrus et le crédit d'impôt recherche, qui constitue un atout clé pour notre compétitivité et notre attractivité depuis près de 40 ans, sera préservé. Nous protégeons aussi les entreprises et les commerces de nos territoires de la concurrence déloyale du commerce en ligne extra-européen. Le libre-échange, ce n'est pas une religion. C'est un modèle économique qui fonctionne quand tout le monde joue le jeu. L'Union européenne ne peut pas être la dernière à jouer le jeu. Je vous confirme donc que dans ce budget, nous prévoirons une taxe sur les importations de petits colis. Ce budget, c'est enfin un budget qui poursuit le verdissement de notre économie. Le gouvernement demeure pleinement engagé pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et c'est le ministre, vous l'avez dit, Monsieur le Président, également en charge de la souveraineté énergétique, qui vous le dit. 500 millions de nouveaux engagements seront dédiés à la décarbonation de l'industrie. 500 millions d'engagements supplémentaires en soutien à la production d'hydrogène décarboné. Nous avons relancé MaPrimeRénov' le 30 septembre. Nous la pérennisons en finançant une partie par la hausse du volume des certificats d'économie d'énergie. Nous continuons à soutenir la production d'énergie renouvelable tout en mettant à contribution les installations qui ont bénéficié de soutiens importants dans le passé. Mesdames et messieurs les parlementaires, notre maître mot en termes de dépenses écologiques, c'est l'efficacité. Dans un environnement budgétaire contraint, chaque euro compte. Son efficacité économique, son efficacité environnementale doit être assurée. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de budget que nous vous présentons est responsable dans son ambition de redressement, il est équitable dans la répartition de son effort, il est réaliste dans ses orientations. C'est un budget lucide, responsable, qui concilie les urgences d'aujourd'hui et les besoins de demain. Je souhaite profondément que le compromis vers lequel nous irons préserve ses équilibres. Je serai le garant déterminé de notre impérieux devoir de redresser les finances de ce pays. Face à chaque plus, il nous faudra trouver un moins. Ce texte, il est désormais le vôtre. Discutez-le, critiquez-le, amendez-le, débattez-le et j'espère votez-le. Alors vous me connaissez depuis quelque temps, je suis depuis quelques mois ministre du Budget et je suis profondément honoré d'engager de nouveau avec vous, jour et nuit, ce débat qui sera si important. Nous avons déjà construit ensemble un premier compromis sur le budget en février dernier. Il était à la hauteur de la France, à la hauteur des Français, à l'honneur de la force de nos institutions, à l'honneur de la représentation nationale qui s'est engagée sincèrement dans ce compromis. Je veux remercier ceux qui l'ont bâti et je veux vous dire qu'avec grande confiance, je pense que nous avons tout pour le faire de nouveau. Je me suis toujours donné une discipline et je crois que je me l'appliquerai avec encore plus de force dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de vous dire la vérité, d'être extrêmement transparente sur les comptes, sur les défis, sur la réalité des mesures. Et Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, vous le savez, le Parlement aura de Bercy tous les éléments dont vous demanderez les détails, les chiffres. Nous ne devons pas juste vous écouter, nous devons avant tout mettre notre action au service de votre Parlement. Dans les engagements que nous avions pris en février, il y avait l'idée d'avoir un déficit réduit à 5,4% en 2025. Très régulièrement, vous vous en souvenez avec Éric Lombard, ici, dans le suivi d'exécution, lors des 2 comités d'alerte que nous avons réunis le 15 avril puis le 26 juin, nous avons tenu à vous faire la transparence totale. Là où étaient les recettes, là où étaient les dépenses, les mesures que nous prenions. La bonne nouvelle, c'est que ce discours de vérité, cette méthode de transparence, ce plan d'action, qui avait suscité, je m'en souviens, quelques sourcils un peu froncés au mois de mars dernier, eh bien, il nous permet d'engager aujourd'hui un débat parlementaire sur une bonne base, sur une base saine et sur une base tenue. Et je crois que la vérité, c'est bien le premier moteur de la confiance et de la réussite de notre mission au service des Français. Cette nouvelle relation entre le Parlement et le gouvernement, elle modifie profondément la présentation du budget que je vais faire maintenant, puisque ce que nous proposons, c'est bien un projet de loi de finances. Un projet, c'est-à-dire que ce n'est pas le budget que la France connaîtra en 2026.
Celui que la France connaîtra en 2026, c'est votre budget, par vos votes, les vôtres, ceux des sénateurs, les discussions qui s'en suivront. Et ce que nous cherchons, c'est que nous puissions aider, dans l'intérêt du pays, ce compromis à être bâti. Alors dans ce budget, dans ce projet plutôt, je devrais dire, qu'y a-t-il? D'abord, il y a tous les éléments, toutes les accroches, je crois, pour faire honneur aux débats qui ont pu prévaloir dans notre pays depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Vous avez toute l'attitude, évidemment, et toutes les accroches juridiques pour l'amender sur de très nombreux sujets dont vous m'avez fait part depuis plusieurs mois. Ce budget, il propose donc un chemin pour ne rien avoir à sacrifier de la souveraineté de la France à nos créanciers. Au fond, il nous permet de choisir très clairement deux choses. Un, comment nous finançons nos priorités stratégiques, et deux, comment nous le faisons sans oublier le quotidien des Français. Il porte donc ce budget des choix très forts qui, j'espère, seront consensuels. D'abord, consensuels pour ceux qui veulent la réussite de la France et sa protection. Des choix pour la défense et notre sécurité. 6,7 milliards au profit de nos armées pour accélérer notre effort de défense, avec des modalités qui seront discutées, vous le savez, dans une nouvelle actualisation de la loi de programmation militaire. Également, un renforcement des moyens de la justice et de l'intérieur. 600 millions pour le ministère de l'Intérieur, 200 millions pour le ministère de la Justice, pour que nous puissions, sur l'insécurité, la criminalité organisée ou encore le narcotrafic, faire ce à quoi nous nous sommes engagés. Et puis ce budget, il assume qu'il est stratégique que nous puissions continuer à investir dans l'avenir. L'avenir de nos enfants, en réformant la formation initiale de nos professeurs, l'avenir de la recherche, l'avenir de la transition écologique et énergétique, Roland Lescure y est revenu. Et puis nous assumons que dans un pays qui vieillit, nous avons des dépenses qu'il nous faut continuer à porter. Je pense en particulier aux dépenses de santé qui augmenteront de 5 milliards d'euros avec celles d'autonomie l'année prochaine dans ce projet. Mais ce projet, il nous dit aussi que pour faire tout cela, nous devons maîtriser et réallouer nos dépenses publiques, nos ressources publiques et retrouver des marges de manœuvre. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, ce qui me semble le plus grave, c'est que si nous ne reprenons pas maintenant ces décisions dans nos mains, la dynamique de la charge de la dette, la dynamique des dépenses contraintes, fera que dans quelques années, et dans pas si longtemps que ça, les successeurs qui seront les miens à ma place viendront vous dire que nous n'avons pas le choix. Et donc, maîtriser nos dépenses, retrouver des marges de manœuvre, et en tant que ministre maintenant de l'Action et donc de la fonction publique, redonner des outils clairs à nos agents publics pour que l'action publique serve nos intérêts. Cela veut dire qu'il y a, oui, des économies. Mais ces économies, vous l'avez vu, ce n'est pas un coup de rabot. Ce n'est pas moins X% sur tous les ministères de manière indifférenciée. Ce n'est pas moins X% de manière indifférenciée sur tous les programmes budgétaires. Chaque ministre, vous le verrez dans la deuxième partie, pourra vous présenter dans son programme, dans sa mission, des éléments sur lesquels il investit, sur lesquels il renforce ses moyens. Et en contrepartie, il vous présentera des éléments et des politiques publiques sur lesquelles il fait des économies. Faire des économies, ce n'est pas couper la politique publique. C'est chercher sa réorganisation, son efficacité, son efficience. Bref, c'est de s'intéresser aux politiques publiques, aux services publics, aux agents publics, et pas seulement de faire des comptes d'apothicaire. Et donc, faire des économies, cela veut dire très concrètement que nous avons des dépenses de fonctionnement de l'État hors régalien qui sont en légère baisse. Légère baisse, c'est inédit. En 2025, nous avons fait déjà beaucoup d'efforts, vous le savez, sur le fonctionnement de l'État. Nous continuons et nous allons au-delà. Cela veut dire aussi qu'un certain nombre de dépenses dites de train de vie, vous l'avez vu, de communication, ou encore de mesures qui ont généré de la fraude ou des excès pendant les crises, sont effectivement remises en ordre. Je pense notamment au compte personnel de formation. Oui, nous voulons continuer à former, mais pas n'importe comment et pas sans limite. Nous avons aussi, pour la sécurité sociale, une progression des dépenses qui est maîtrisée, avec une responsabilisation des patients et des professionnels de santé, 5 milliards de plus pour la santé et l'autonomie. J'insiste, ce sont bien des euros en plus. Pour y arriver, évidemment, il y a aussi des économies qui sont faites sur des postes de dépenses qui nous auraient amené beaucoup plus loin que ces 5 milliards. Vous savez qu'aujourd'hui, les arrêts maladie ont une dynamique de plus de 7% par an de croissance. Vous savez que la dynamique des médicaments sans mesure de sauvegarde, c'est plus de 7% aussi de croissance par an qui serait sinon octroyée à nos laboratoires pharmaceutiques. Et puis nous avons certaines spécialités médicales où les tarifs sont devenus des rentes. Là aussi, il nous faut les encadrer. Et puis nous engageons aussi, et je vais revenir sur les retraites. Je ne vais pas vous parler ici des annonces du Premier ministre, je vais vous parler de ce qu'il y a dans le projet de budget. La seule démographie nous amènera à dépenser 6 milliards de plus l'année prochaine pour les retraites. C'est 330 000 retraités en plus, fois à peu près 1 500 € en moyenne, fois 12 mois,
cela veut dire 6 milliards de plus. C'est le coût du vieillissement, avant même de considérer une quelconque augmentation des retraites au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, il y a une troisième sphère qui fait des efforts, et je veux ici le souligner, ce sont les collectivités locales. La contribution des collectivités aux efforts sera mesurée, puisque nous prévoyons dans ce projet, là aussi à amender, à discuter, une hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités de 2,4 milliards d'euros en 2026. J'insiste, 2,4 milliards d'euros en plus de dépenses de fonctionnement pour les collectivités. En contrepartie de quoi, le gouvernement, très résolument, s'engage à réduire les normes, les dépenses contraintes, les normes qui parfois sont excessives et difficiles à comprendre. Vous vous souvenez du rapport de Boris Ravignon sur les piscines qu'il faut vider, je ne sais pas tous les combien de temps, alors qu'elles sont en parfait état sanitaire. C'est aussi des choses plus structurantes, comme notamment le décret tertiaire, sur lesquels nous voulons donner plus de temps aux collectivités pour atteindre leurs objectifs. Et puis, un projet de budget, c'est aussi un projet pour la fiscalité. Et ce que nous mettons sur la table, ce sont des propositions sur au moins 4 thèmes sur lesquels je pense, et je crois savoir, qu'il y a un consensus possible. Le premier, c'est celui de la fameuse taxe sur les holdings. Je vais vous le dire avec des mots très simples. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des personnes qui utilisent la fiscalité des entreprises pour, en fait, porter du patrimoine personnel. Quand on a une entreprise qui réinvestit, quand on a une holding qui réinvestit dans l'économie, nous ne voulons pas augmenter les impôts. Ce serait contradictoire avec nos objectifs de production. Mais quand au sein d'une holding, vous avez des chalets, des jets privés, vous avez de l'immobilier, vous avez des actions de la trésorerie qui ne sont pas des investissements entre guillemets productifs, qui sont là seulement pour générer du patrimoine personnel, eh bien nous voulons, par la proposition que nous faisons, mettre fin à ces pratiques, parce que sinon, si on veut se constituer un patrimoine personnel, nous avons le PFU, le PEA, l'assurance vie et des modalités qui permettent de payer des impôts que nous connaissons. C'est une première proposition que nous faisons. La deuxième proposition que nous mettons sur la table, Roland Lescure est revenu, c'est la taxe sur les petits colis. Il est insupportable de voir tous nos centres-villes, de tous les centres-bourgs du pays, fermés parce que nous avons en face de nous une concurrence déloyale d'acteurs chinois très subventionnés qui envahissent nos marchés et qui aujourd'hui, d'ailleurs, envahissent nos marchés de produits dangereux, de produits qui ne sont pas aux normes, de produits qui ne sont pas conformes, de produits de contrefaçon. 2 € par article, cela permet aussi de financer les contrôles de la douane, de la DGCCRF, et il me semble que les honnêtes citoyens et contribuables n'ont pas à payer par leurs impôts ces surcoûts de contrôle. Troisième proposition que nous faisons sur le plan fiscal sont les niches fiscales et les niches sociales. Je vais vous dire ici très simplement, nous avons ciblé 20 niches qui sont dans tous les rapports, les vôtres ici à la Commission des finances, à la Cour des comptes, au comité des prélèvements obligatoires, considérées comme inefficaces, comme obsolètes, comme mal calibrées. Nous proposons dans ce texte d'y remédier et je serai évidemment très ouverte à ce que vous fassiez des propositions complémentaires. Les niches ne sont pas des monuments, ce sont des dispositifs fiscaux qui doivent avoir une utilité. Et puis enfin, évidemment, c'est la lutte contre la fraude, qui là aussi, je crois, peut nous réunir de manière transpartisane, avec le projet de loi de finances que j'ai présenté ce matin au Conseil des ministres avec mes collègues ministres du Travail, de la Solidarité et ministres de la Santé. C'est un grand projet de loi sur la fraude sociale et fiscale. Et je veux remercier ici tous mes prédécesseurs. Je pense à Thomas Cazenave qui avait présenté un texte sur la fraude aux aides publiques. Je veux aussi souligner le travail résolu depuis des décennies qui a été mené dans le champ fiscal et que nous voulons étendre par le projet de loi que nous proposons dans le champ social. Vous le voyez, ce projet de budget, au fond, il cherche à réconcilier nos besoins et nos moyens, nos aspirations et nos nécessités. Ce que nous devons faire aujourd'hui en urgence et ce que nous devons bâtir pour les générations qui viennent. Et votre vision de parlementaire dans chacune de vos circonscriptions, qui connaissez les réalités de votre territoire, eh bien, avez toute la liberté pour l'amender, pour l'enrichir, pour le modifier et pour que nous puissions ensemble trouver ces marges de manœuvre pour servir les Français. Le rétablissement d'un déficit qui stabiliserait la dette en 2029 est possible. Si nous tenons, au fond, une stabilité de la dépense de l'État en valeur hors défense, si nous tenons des dépenses pour les collectivités qui augmentent de l'inflation,
Si nous stabilisons la dépense de santé dans le PIB, je peux vous le dire ici avec confiance, nous sommes capables de stabiliser notre dette avec un déficit à 3% en 2029. Mais pour cela, il faut que nous puissions le faire dès maintenant, avec un déficit qui sera réduit, c'est le projet que nous vous proposons, de 4,7%, pour que les prochains parlementaires, que les prochains gouvernements, que ceux qui nous succéderont, puissent avoir encore entre leurs mains des marges de manœuvre. Je conclurai en vous disant très simplement la chose suivante. Il y aura évidemment des débats importants pour les Français. Beaucoup d'entre vous les avez mis déjà dans le débat public. Le Premier ministre y est revenu aujourd'hui. Je serai au banc, jour et nuit, pour les accompagner. Des débats sur le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, des débats sur les entreprises et le coût du travail, des débats sur la fiscalité, l'équité fiscale, des débats sur les services publics et la transition écologique. Et en tant que ministre de l'Action publique, j'y serai particulièrement attachée. Ces débats, ces priorités, ce budget ne pourront être servis ni devenir réalité pour les Français si nous manifestons notre impuissance. Et l'impuissance, ce serait de ne pas réussir à nous mettre d'accord. Et l'impuissance, ce serait de déboucher sur une loi spéciale. Vous le savez, la loi spéciale, nous l'avons vu, elle ne conduit qu'à des blocages institutionnels, elle fait perdre espoir aux Français. Et je crois qu'à l'inverse, de l'espoir et de la détermination, nous en avons ici en partage, et qu'ensemble, nous pourrons faire honneur à la France et servir les Français. Merci, Monsieur le ministre et Madame la ministre. Bien, on pouvait se demander dans le débat que nous avons et dans les nominations des différents gouvernements jusqu'à quel point finalement la copie qui nous était proposée ce matin était assumée par vous comme un projet que vous revendiquiez, vu qu'on avait à un moment donné aussi cru comprendre que vous n'aviez pas eu le temps de le modifier et qu'il fallait le transmettre ce matin pour correspondre aux 70 jours. Je dois dire, Monsieur le ministre, que si je reprends vos termes, vous dites que le projet de budget que nous présentons est responsable dans son ambition de redressement, équitable dans la répartition de son effort, réaliste dans ses orientations. C'est un budget lucide et responsable qui concilie les urgences d'aujourd'hui et les besoins de demain. On peut donc considérer que ce que nous avons à dire aujourd'hui sur le budget correspond à ce que vous souhaitez en réalité et que, au final, vous ne souhaitez pas beaucoup, vous ne souhaitez pas qu'on s'éloigne par trop d'un budget que vous considérez comme aussi excellent. Du coup, ma première réaction, c'est d'abord un sentiment que vous ne répondez pas avec ce budget à toutes les urgences de l'heure. C'est son premier défaut, c'est peut-être son défaut le plus important. Vous ne répondez pas à la question du dérèglement climatique, dont on sait que, d'après tous les économistes les plus sérieux, je pense à Pisani-Ferry, mais pas que, il faudrait 37 milliards de plus simplement de dépenses de l'État pour arriver à respecter les accords de Paris, alors que pour la deuxième année successive, les investissements privés et publics vont certainement diminuer en France. Et je pense, Madame la Ministre, que vous évoquiez quels seront les comptes à rendre que nous pourrions avoir à vos successeurs si nous n'équilibrions pas les budgets pour réduire le déficit. Je me pose la question vis-à-vis de la dette écologique. La deuxième chose, qui ne relance pas la question cruciale de la relance avec les problématiques d'une consommation intérieure qui est en berne cette année, qui réduit la croissance, avec une consommation, je le répète, qui pèse pour la moitié du PIB en France, mais aussi qui a un impact en termes de fermeture d'entreprises qui sont en train de se multiplier ces derniers temps. Et troisièmement, il ne répond pas à la nouvelle donne de l'heure. La nouvelle donne de l'heure, c'est que le système aujourd'hui ne s'appuie plus depuis l'élection de Donald Trump sur le libre-échange, mais sur une concurrence entre des blocs politico-économiques qui nous obligent à une plus grande souveraineté industrielle, à reconquérir des souverainetés industrielles dans une industrie qui aujourd'hui pèse moins de 10% du PIB. Je ne vois trace, j'ai entendu que c'était un objectif que vous assignez, Monsieur le Ministre, mais je ne vois trace dans votre budget de ce qui permettrait justement de tels investissements en dehors de la question militaire pour relancer notre industrie, pour relancer notre souveraineté agricole, etc. Et enfin, vous, pour la réduction des déficits, finalement, vous avez recours toujours aux mêmes recettes, c'est-à-dire la baisse des dépenses publiques, sans guère toucher, je vais y venir, à la question des recettes et notamment des cadeaux fiscaux au plus haut patrimoine et aux très grandes entreprises, alors même que ce sont les recettes qui nous manquent, moins 3 points de PIB depuis 2017, alors que les dépenses publiques de l'État, elles, sont stables. Une fois dit ça, je remarque plusieurs choses. D'abord, c'est une copie finalement qui ne s'éloigne pas beaucoup du budget de François Bayrou, qui nous avait été présenté, et budget qui avait, contribué, je crois, au fait que François Bayrou n'avait pas eu le vote de confiance de l'Assemblée nationale
au mois d'août. Cette copie ne s'en éloigne pas finalement, à part les 2 jours fériés de suppression, mais à laquelle on pouvait s'attendre et qui ont été annoncés depuis longtemps. Le renouvellement de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises qui a été divisée par 2 avec et la reprise anticipée de la suppression de la CVE qui quelque part la compense en partie. De même, la taxation sur les holdings que vous venez d'ajouter, Madame la Ministre, j'ai entendu votre plaidoyer sur le fait qu'il n'était pas normal que les ultra-riches puissent, j'allais dire, déporter une partie de leurs revenus vers leur patrimoine, y compris professionnel, pour au moins payer d'impôts. Mais ce que j'observe, c'est que la taxe que vous proposez là exclut, au niveau des biens professionnels, rien que moins que les titres de participation, les immeubles d'activité, les investissements, les placements dans les PME, etc. Une liste longue comme un poème de Prévert qui exclut en réalité 95% des biens professionnels et qui ne répond donc pas à la problématique qui existe depuis que ceux-ci ont été exclus de l'ISF en 1981, ce qui fait d'ailleurs que vous l'admettez vous-même, cette taxe est à hauteur de 1,5 milliard, alors que la taxe Zuckman, qui a le même objectif, aurait un rendement de 15 à 20 milliards. Donc je voudrais déjà que tout à l'heure vous me répondiez à cette première question. En quoi une taxe inopérante va renforcer la justice fiscale? La deuxième chose que je constate, c'est qu'en fait, l'effort des plus riches et du capital, qui représentait environ 10 milliards d'euros, soit 20% de l'effort dans le budget 2025, ne représente plus ici que 5,9 milliards d'euros, soit moins de 15%. Il y a 4 milliards de diminution en réalité de l'effort qui est demandé à ces ultra-riches ou à ces très grandes entreprises, c'est-à-dire moins 4 milliards d'euros de contributions exceptionnelles pour les grandes entreprises, moins 1 milliard d'euros de la CVAE, moins 0,5 pour la CMA-CGM et plus 1,5 pour la taxe holding. Il y a donc une diminution en réalité de cet effort demandé. Deuxièmement, les niches fiscales, vous dites, Madame la Ministre, il y en a 20 que nous avons repérées. Le petit problème, c'est que les plus importantes, je ne les vois pas dans votre texte. Sur le crédit impôt recherche, sur le crédit d'impôt pour salariés à domicile, sur la niche du trade. À l'inverse, on parle de s'attaquer à des niches, 10% d'abattement sur les retraites devenues un abattement forfaitaire. On parle aussi, par exemple, de toucher la fiscalisation des indemnités journalières pour les affections de longue durée. Je ne suis pas sûr que ça soit l'urgence. La suppression de la réduction d'impôt pour les frais de scolarité, etc. Donc, en réalité, les niches que vous attaquez sont des niches qui concernent la plus grande partie des Français, classe moyenne, même classe défavorisée, et non pas ceux qui devraient être la cible de votre budget. Et enfin, je remarque une chose, c'est que cette politique qui vous amène à baisser les dépenses publiques va avoir un effet récessif qui va avoir un effet négatif sur la consommation intérieure. Tout à l'heure, le président Moscovici a expliqué qu'elle pouvait se monter à une baisse de croissance de 0,6 points, ce qui n'est pas rien, avec là aussi des données qui ne changent pas, là pour le coup, par rapport au projet de loi Bayrou, puisque nous avons l'ensemble des taxes qui vont toucher indifféremment la population, petits colis, vapotage, explosion des droits de timbre pour les titres de séjour ou l'aide juridique. Là, je me demande quel est le clin d'œil que vous adressez pour faire une mesure qui est aussi discriminatoire, dans un moment où, d'ailleurs, je vous rappelle que vu les difficultés des préfectures, on a plutôt les personnes qui en sont à demander soit un titre de nationalité, soit un titre de séjour, en sont à attendre des fois plus de 6 mois pour l'obtenir. Augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs. S'ajoute, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on est quand même obligé de l'aborder, toutes celles prévues par le PLFSS, 13 milliards de baisse des dépenses, dont 7 milliards sur la dépense de la santé, taxe sur les malades d'affection longue durée, augmentation de franchise médicale, réduction de la durée des arrêts de travail, non-indexation des barèmes de l'IR de la CSG qui vont faire en sorte que 150 000 foyers vont rentrer dans l'impôt. Et enfin, mesure phare évidemment, l'année blanche sur les prestations et pensions avec la sous-indexion jusqu'en 2030. Donc quelque chose qui est injuste, qui touche la plupart des Français et qui encore plus aura un effet récessif. Sur les ministères, vous l'avez dit vous-même, ou en tout cas c'est dans votre texte, a priori le périmètre des dépenses de l'État augmente de 10,5 milliards d'euros. Sauf que si on tient compte des 6,7 milliards qui sont celles de l'augmentation du budget de l'armée, des 5,7 milliards de la contribution au budget de l'Union européenne, en réalité, les budgets de l'État diminuent de 6 milliards d'euros en tenant compte de l'inflation et touchent de manière très forte plusieurs ministères. Je ne referai pas la liste, il est dans le tiré à part qui nous avait été donné. Enfin, il y a un plan d'austérité de 5 milliards d'euros sur les communes et services locaux qui est prévu, avec donc, tout ça trace donc un budget qui se révèle un budget autant d'austérité que le projet Bayrou et encore plus inégal, j'ai essayé de le montrer tout à l'heure. J'ai à partir de là, bien sûr, vous pourrez réagir sur ce que je viens de vous dire, mais j'ai
quelques questions précises à vous poser. Le texte transmis affiche une augmentation des dépenses des ministères de 0,2% en volume, mais si on y soustrait l'augmentation du budget consacré à la défense, soit 6,7 milliards d'euros, ce sont, après inflation, 6 milliards d'économies. Contrairement à l'année dernière, les économies ne sont pas présentées ici en fonction de l'évolution tendancielle des dépenses, donc budget Barnier et budget Bayrou l'avaient emprunté, mais en comparaison brute des budgets 2025-2026. Est-ce que du coup, vous pourriez nous donner le taux d'évolution tendancielle des dépenses retenues pour 2026, qu'on ait une comparaison à peu près, j'allais dire, normale avec le budget, ce qui avait été affiché par le budget Bayrou? Deuxièmement, Madame Montchalin, je vous avais interrogé l'an dernier sur le montant des charges de service public pour les énergies renouvelables. En effet, chaque année, leur montant vient fausser le montant des crédits de la mission écologie. Vous nous aviez indiqué qu'une mesure de périmètre allait être proposée pour que la ligne consacrée à l'écologie soit plus lisible. Cette mesure est bien là, mais sauf erreur, elle ne concerne pas le soutien aux énergies renouvelables. Quel est donc le montant prévu pour les énergies renouvelables en 2026? Quelle est la part de l'augmentation du budget de l'écologie hors de votre contrôle direct? J'aimerais également savoir une chose. Monsieur le ministre, Premier ministre, tout à l'heure, a annoncé que le coût de la suspension provisoire de la réforme des retraites serait de 400 millions d'euros et qu'il devrait être financé par des contreparties. Est-ce que je pourrais savoir quelles sont les mesures qui viendront compenser ce coût de 400 millions d'euros, si vous les avez déjà, ou est-ce que vous travaillez sur cette compensation qu'il a annoncée tout à l'heure? Et enfin, je voudrais savoir si, au cas, même si c'est le PLFSS, mais vous avez dû y réfléchir, le ministre tout à l'heure a balayé l'argument des ordonnances en cas de dépassement du budget de 70 jours pour le PLF et de 50 jours pour le PLFSS. N'empêche, on est quand même obligé à un moment donné de se dire que c'est possible. Je voudrais savoir si c'est le cas pour le PLFSS. Est-ce que le gouvernement s'engagerait à déposer un projet de loi ad hoc pour suspendre provisoirement l'application de l'allongement de l'âge de la retraite, puisqu'il a été promis, mais que si on reprend le texte initial, évidemment, l'amendement n'y figurera pas. Et enfin, puisque j'ai entendu, Madame la Ministre, que vous aviez dit que ce budget est un projet qui deviendra le budget du Parlement, pour ça, il y a quelques contraintes à lever. Est-ce que sur les amendements adoptés en matière de dépenses, vous vous engagerez à relever le gage et à reprendre le gage? Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez interrogé sur la manière dont on revendique ce budget. Ce budget, c'est pas un brouillon, c'est pas une copie, c'est, je l'ai dit, nous l'avons dit, un point de départ. Et ce budget, c'est notre budget. Mais je l'ai dit aussi dans mon intervention liminaire, il ne reflète pas un certain nombre de discussions politiques entre les différents groupes, entre les différents partis qu'a mené le Premier ministre ces derniers jours et ces dernières semaines, qui devront faire l'objet d'amendements. Et ça répond à votre question sur les retraites. Ben, évidemment, il faudra que le débat parlementaire aille chercher les gages, si je puis dire, qui permettront de financer les nouvelles mesures. Et ça vaut aussi, évidemment, pour celles que vous aurez vocation à déposer, mais c'est notre budget. C'est un projet de loi de finances déposé par le ministre de l'Économie et des Finances et la ministre des Comptes publics, qui est un point de départ et qui doit faire l'objet de discussions. Vous nous avez interrogé sur les urgences de l'heure, qui, selon vous, ne sont pas suffisamment traitées. Et je suis heureux que vous ayez commencé par l'urgence écologique, parce que j'étais ministre de l'Industrie il y a encore quelques mois. Et je pense que j'étais le ministre le plus écolo qu'on a eu à Bercy. À Bercy, j'ai dit, hein, à Bercy, quand même. Je suis intimement persuadé que la transition écologique, que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un modèle de production, c'est un modèle économique. Ce n'est pas uniquement des normes, des contraintes et des lois qu'on s'impose les uns les autres, ça doit être notre horizon. L'industrie sera verte ou ne sera pas. Je l'ai porté, nous avons porté, vous avez voté une loi industrie verte qui a permis d'accélérer, de simplifier les installations industrielles. Et disons-nous quand même, nous avons installé des usines, plus que d'usines qui fermaient, chaque année depuis 2018. Ça faisait des décennies qu'on en fermait tous les ans. Alors c'est insuffisant, je vous le reconnais bien ça, il faut poursuivre les efforts, mais la France est le pays le plus attractif d'Europe,
la France attire des capitaux, la France recrée des usines, la France recrée des emplois industriels. Et c'est aussi par l'industrie verte qu'on y arrivera. Je l'ai dit dans mon introduction, les budgets de la décarbonation de l'industrie sont maintenus, évidemment, j'espère en tout cas, seront votés à hauteur de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros supplémentaires pour notre stratégie hydrogène. Je rappelle quand même que les émissions de gaz à effet de serre, elles ont baissé en 2023, elles ont baissé en 2024, elles continuent à baisser en 2025. Il faut poursuivre les efforts, mais aujourd'hui, nous avons une stratégie qui permet de les poursuivre et qui permettra de montrer qu'on peut réconcilier, comme nous l'avons fait ces dernières années, une production en hausse et des émissions en baisse. Vous avez parlé de la consommation en berne, Monsieur le Président. Je rappelle quand même que cette année, en tout cas pour les chiffres qu'on connaît, premier, deuxième trimestre, notre croissance est supérieure à l'Allemagne, supérieure à l'Italie, supérieure aux Pays-Bas. Et en partie d'ailleurs parce que la consommation a tenu. Mais je l'ai dit aussi dans mon introduction, on a un taux d'épargne des ménages aujourd'hui, il est historique, à plus de 18%. C'est énorme. Et pour que ce taux d'épargne baisse, ce qui est un peu le cas dans notre prévision, je le concède, il faut que nos concitoyens retrouvent confiance, reprennent confiance dans l'économie, reprennent confiance dans notre capacité à gérer nos comptes, comme ils le font eux tous les jours, et aussi reprennent confiance dans la capacité des hommes et des femmes politiques à s'entendre, à discuter, à trouver des compromis et à voter un budget. Vous avez parlé de la concurrence entre blocs. On est dans une situation internationale inédite. Je l'ai dit, le libre-échange, ce n'est pas une religion, c'est un modèle économique qui fonctionne quand tout le monde joue le jeu. Et effectivement, aujourd'hui, on a deux grands blocs qui ont décidé de ne plus jouer le jeu. Il y a quelques jours, l'Union européenne a annoncé le déclenchement de ce qu'on appelle la clause de sauvegarde sur l'acier. Ce sont des mesures extrêmement puissantes qui permettent de protéger notre acier. Vous le savez, vous l'avez voté, le bonus automobile aujourd'hui qui permet à nos concitoyens d'acheter des véhicules électriques, il est réservé aux véhicules européens. Nous avons fait et nous allons continuer à faire des choses pour qu'on puisse continuer à exporter, continuer à importer, mais sans naïveté et en s'assurer que la concurrence déloyale ne soit plus au rendez-vous. Et si je peux me permettre, Monsieur le Président, vous parlez d'innovation, vous parlez de concurrence et vous parlez de notre capacité à faire face à la lutte contre les deux blocs. Le crédit impôt-recherche, il sert à ça. Il finance l'innovation, les grandes, les petites et les moyennes entreprises. Il permet de préparer l'avenir. Il permet aussi d'attirer des investisseurs en France qui le connaissent et qui savent que ça permet de financer des centres de recherche, des ingénieurs, des chercheurs. Soyons-en fiers, en tout cas, en ce qui me concerne, je serai extrêmement sensible à la préservation de ce crédit impôt. Monsieur le Président, je vais peut-être commencer par votre dernière question. Vous dites, qu'est-ce qui se passe si, au bout de 70 jours, on n'y est pas? C'était sur l'article 40 et le fait de lever le gage. Je vais donc parler de vos deux dernières questions. Je vais le dire très sincèrement, je pense qu'on a vraiment changé d'époque et on essaye, et j'essaye en tout cas très profondément et sincèrement d'adapter du coup la manière dont nous allons travailler et dont nous commençons à travailler aujourd'hui à ce changement d'époque. Nous, gouvernement, n'avons ni majorité absolue, ni moyen d'imposer quoi que ce soit dans le débat. La Constitution ne le permet pas. C'est une bonne chose parce que ça va permettre de travailler différemment. Donc, Monsieur le Président, il n'y a pas de scénario écrit. Je n'ai pas prévu, nous n'avons pas caché dans notre besace ce qui va se passer tel jour par surprise, tel entourloupe ou autre. Le débat va commencer. Vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale, vous en connaissez les principes, vous connaissez la Constitution. Vous êtes souverain. Chaque fois qu'il y a une majorité avec un vote de plus, eh bien, l'amendement est voté. Et à chaque fois qu'il y a un vote de moins, il est rejeté. Et donc, mon rôle au banc, ce sera de vous dire les faits, les conséquences et une forme de réalité de ce qui est débattu. Mais nous n'avons pas le pouvoir de contraindre, tordre ou préécrire un scénario, puisque par définition, nous n'avons pas cette capacité par une majorité absolue. D'abord sur l'évolution des dépenses publiques. Dans la copie qui nous est donnée, on a en fait un effort qui porte à 17 milliards sur les dépenses et à 14 milliards sur les recettes.
l'analyse qui a été faite par le Conseil ce matin. On est sur un objectif 45-55. L'année dernière, il nous avait été précisé que l'objectif serait 70% sur les dépenses, 30% sur les recettes. Puis après, le Haut Conseil avait modifié la copie en disant que c'était l'inverse. Et finalement, nous avons appris ce matin, en lisant le document du Haut Conseil, page 23, en 2025, l'effort structurel provient intégralement des hausses de prélèvements obligatoires qui totalisent plus de 24 milliards, tandis que l'effort en dépenses est nul. Donc l'effort en dépenses est nul. Donc la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui nous permet de penser que cette année, l'engagement qui est pris, structurel, qui est très important, et je vous suis sur l'objectif, sera tenu alors que manifestement ça n'a pas pu être le cas l'année dernière. La deuxième question, et c'est aussi une question de dépense, c'est la question de la masse salariale de la fonction publique. Je suis assez frappé quand je regarde le tableau des emplois, page 20, qu'en réalité sur l'État, nous arrivons à plus 8 459 équivalents temps plein. Donc une augmentation de la masse salariale, là où dans le discours, les uns et les autres souvent disent qu'il faut baisser la masse salariale de l'État. Là, on a plus 8 000. Alors, il y a des engagements politiques qui ont été pris, je les connais, la justice en particulier, l'intérieur, la défense, bien entendu. Je note plus 5 400 emplois sur l'éducation nationale. Mais il y a moins d'enfants. On ferme des écoles. Il y a même un travail qui a été publié qui n'est pas inintéressant, qui montre qu'entre 2025 et 2035, on pourrait garder le même nombre d'enfants par classe en baissant de 53 000 le nombre de professeurs. Et donc, là où je m'interroge, au-delà de cet exemple de l'éducation nationale, c'est la vertu de faire plus 8 459 emplois dans l'État, alors que nous sommes à la recherche d'économies. Troisième remarque, c'est la question sur le logement, qui est une question vraiment clé. Les Français ont besoin de logement. Vous savez que l'industrie du logement est en panne. Et je crois qu'il n'y a pas de mesures, en tout cas je ne les ai pas vues à ce stade, sur le logement. Et là, je crois que nous avons un rôle, nous les députés, pour proposer des choses sur le logement. Alors évidemment, des choses qui seront à la hauteur de ce que nous pouvons financer. Mais il faut que nous ayons une démarche sur le logement. Ça me semble difficile qu'il n'y ait rien. Quatrième point sur les holdings. Une remarque, Madame la Ministre. Comme vous, absolument comme vous, je considère que c'est absolument anormal que certains utilisent la fiscalité des entreprises pour leurs dépenses personnelles. Et évidemment, c'est une pratique tout à fait condamnable. Mais la mesure que vous prenez, en réalité, elle n'est pas celle-là. Quand on entre dedans, elle est très, très technique. Mais en fait, on va couvrir les quasiment 20 000 entreprises, PME, et on va également probablement taper une part de la trésorerie qui est de côté pour de la transmission ou de côté pour de l'investissement. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est plutôt que de prendre ce risque, en réalité, de créer un impôt, un nouvel impôt sur l'entreprise, parce que c'est comme ça, même si on le déguise sous le terme de holding. Je vous rappelle que le mot holding n'existe pas dans le Code du commerce. Hein, c'est une pratique verbale, mais ça n'existe pas en droit. Pourquoi on ne regarde pas la loi américaine qui, elle, au lieu d'instituer une taxe, a institué un dispositif de sanction très sévère pour taper la détention de biens somptuaires au sein d'une holding. L'accumulated earnings tax, c'est une logique très particulière, mais qui a la vertu de combattre ce que vous voulez combattre, à savoir les abus. On voit bien qu'il y a à la fois des outils parfois très coûteux qui n'atteignent pas leurs objectifs et inversement des choses peut-être utiles à faire et peut-être qu'on s'est interdit de faire jusqu'à maintenant et sur lesquelles il faut évoluer. Donc ça, je pense, c'est comme ça que j'imagine les débats à venir et pas avec des certitudes, mais plutôt des convictions et puis l'envie de faire avancer les débats. Bon, sur l'effort dépenses-recettes, le Haut Conseil aux finances publiques, je ne vais pas revenir sur la construction du budget 2025, puisqu'il se trouve que je n'étais pas avec vous et je crois qu'il y a eu beaucoup de débats sur les tendanciels, sur les mesures, il y a eu beaucoup de changements. Et donc il n'est pas évident pour moi de commenter le budget que j'ai eu finalement comme on dit, exécuté avec Éric Lombard et via les comités d'alerte, mais je peux vous parler de celui de 2026. 2026, le Haut Conseil aux finances publiques dit que l'effort structurel est de 1 point, 0,6 points sur les dépenses, 0,5 points sur les recettes. Et quand on retire la charge de la dette, ce qui me semble être une bonne idée, parce que ça, c'est vraiment pas en notre contrôle, c'est ce qu'on appelle l'effort structurel primaire, il est de 1,2 points, 0,5 points sur les recettes, 0,8 points sur la dépense. 0,8, 0,5, on peut considérer qu'on est à peu près 2 tiers, 1 tiers.
comment on fait pour faire ça? Vous l'avez dit d'ailleurs, et j'y viens, c'est qu'on a, je pense, en méthode, et vous avez, je pense, parlementaires, en méthode, une exigence de suivi de l'exécution. Avant même d'évaluer les politiques publiques, je pense qu'il faut qu'on puisse continuer, les fameux comités d'alerte, etc., qu'on vous donne la réalité des dépenses, la réalité des recettes, et que vous puissiez, au vu de ce qui a été voté, et qui fera, je pense et j'espère, l'objet d'un compromis, être les garants de cette bonne exécution. Et je pense que le niveau de transparence qu'on a fait, l'ouverture des livres qui a été la nôtre, permet de se dire qu'à minima, on a tenu le 5-4 et c'est une bonne chose, et qu'ensuite, on le tiendra aussi dans la manière dont on fait évoluer les dépenses et les recettes. Sur les effectifs et la masse salariale. Il se trouve que je suis, avec David Amiel, à nouveau en charge de la fonction publique. Personnellement, je trouve que toutes les logiques qui ont constitué à compter les agents publics comme des bâtons ont rarement produit des effets, ont plutôt désespéré les agents, ont souvent désorganisé et n'ont pas amené l'efficacité des services publics que ceux qui clamaient que ces réformes allaient porter espéraient. Voilà pour ces réponses des ministres aux questions du rapporteur général. Place tout de suite aux orateurs des différents groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale. Questions nombreuses et parfois virulentes, notamment du côté de la gauche. Monsieur le ministre, Madame la ministre, moi je voudrais juste un éclairage sur comment... Est-ce qu'on sera à 4,7 ou est-ce qu'on sera à 5% à la fin du débat budgétaire et son budget? Si on a à 5% de déficit, comment on réussit à être à 2,9%, à passer à être à 3% en 2029? Ça me paraît absolument incompatible. Et je veux dire, et pourquoi on décide maintenant, enfin, pourquoi vous avez décidé maintenant qu'on réduirait qu'on augmenterait de 10 milliards, c'est à peu près ce que pèse l'écart, 10 milliards les dépenses publiques par rapport à ce qui est écrit dans ce projet de budget. Merci, Monsieur Cazeneuve. Merci. Je vais répondre à la dernière question de Monsieur Cazeneuve. Ce budget, il est à 4,7% et il est compatible avec une trajectoire qui nous amène à 2,8% de déficit public en 2029. Et donc les marges sont à peu près linéaires et les discussions qu'on a aujourd'hui seront sans doute tout aussi difficiles l'année prochaine et quelles que soient celles et ceux qui seront en charge dans 2 ans, elles le seront tout autant. Ce qu'a fait le Premier ministre, je pense, c'est qu'il a évoqué d'éventuels décalages par rapport à ce 4,7% qui ne seront utilisés que dans un cadre de débat parlementaire qui convergerait. Moi, j'ai tendance à dire chaque plus nécessite un moins. Et j'en serai le garant avec la ministre pour s'assurer que cet engagement à moyen terme, il soit toujours là. Ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'il était prêt à ce que, en deçà ou au-delà de ce 4,7%, on puisse envisager que les plus ne soient pas tout à fait égaux au moins. Mais vous l'avez dit, chaque 0,1% de déficit public, c'est 3 milliards. Et chaque 0,1% de déficit public cette année, j'allais dire, en plus, c'est d'autant d'efforts qu'il faudra faire l'année prochaine et les suivantes. Moi, j'ai un peu l'impression d'être dans un film. Moi, je viens de passer 3 jours auprès des habitants de ma circonscription en Gironde. J'ai fait les marchés de Montségur, de Cadillac-sur-Garonne. J'ai passé mon dimanche à assister à un match de foot de l'équipe Targon-Soulignac. Et puis au festival du Pressoir, qui fête la fin des vendanges. Je vous dis tout ça parce que à un moment, les débats techniques, on voit bien, il y a plein de questions, il y a plein de réponses, vous avez réponse à tout. Mais je ne sais pas si vous avez réellement conscience à quel point l'écœurement des gens est immense dans ce pays et la responsabilité que vous portez, que vous continuerez à porter devant nos enfants, si vous parvenez à dégoûter les Français de la démocratie comme c'est en train de se produire. Donc voilà, c'était pour une petite introduction pour remettre un petit peu les choses dans la réalité en fait. Sur votre PLF, les 2 millions de Français qui sont descendus dans la rue pendant des semaines, ils vous demandaient une abrogation, ils ne vous demandaient pas une suspension. Sur l'urgence de la transition écologique,
Le PLF affiche en fait une baisse en valeur tendancielle du budget de la mission écologie, développement et mobilité durable, alors qu'il faudrait le multiplier par 3, même si on considère, comme vous allez me répondre, qu'il ne baisse pas. Il faudrait le multiplier par 3 pour enclencher des mesures environnementales fortes et immédiates, capables de freiner le dérèglement climatique qui bouleverse le monde et en premier lieu le monde agricole. Enfin, les Français veulent de la justice fiscale. Ils ont compris comment les ultra-riches évitent l'impôt en intégrant leurs revenus dans leurs biens professionnels. Et c'est pour ça qu'ils plébiscitent la taxe Zuckman. Mais dans votre PLF, la contribution des plus riches et des grandes entreprises est quasiment divisée par 2 entre les budgets Bayrou et Le Cornu. Donc, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, tout a été fait pour épargner les milliardaires français. Comme depuis 8 ans, c'est aux autres catégories qu'il est demandé de faire des efforts. Vous abîmez le consentement à l'impôt et ce n'est pas comme ça que vous rétablirez la confiance. Pourtant, nous avons démontré l'an dernier que des mesures de justice fiscale peuvent réduire le déficit tout en améliorant la vie des Français. Et nous comptons bien recommencer cette année. Donc, ma question est juste, quelle solution avons-nous autre que la censure pour stopper ce désastre? Merci. Honnêtement, une censure, c'est-à-dire pas de budget, ça ne résout rien. Ça crée de l'incertitude, ça crée encore plus de défiance, ça ne permet pas... et vous le verrez dans ce budget, il y a des investissements... dans le domaine social, sur un certain nombre de politiques publiques attendues. Je vais vous donner un exemple qui est un parmi tant d'autres. Le remboursement intégral des fauteuils roulants à partir donc, de fin d'année 25 est reconduit et amélioré en 26. Si on n'a pas de budget, ça n'existe pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, il n'y a pas d'unanimité. Ce ne serait pas démocratique de le dire comme ça. On a beaucoup de désaccords. Mais je pense qu'au fond, si on se dit que la solution, c'est la censure, c'est au fond de croire que le rien va résoudre les problèmes. Donc je pense qu'il faut qu'on construise quelque chose qui ne sera pas parfait, mais qui répondra à ce que les uns et les autres connaissons de notre pays et de ses souffrances et de ses défis. Merci. Estelle Mercier pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. En tant que parlementaires, nous ne pouvons que nous réjouir de la méthode qui est choisie et actée ce jour, si elle s'inscrit dans un débat libre et loyal. Personne ne conteste ici la nécessité de redresser nos finances publiques, mais l'objectif de 4,7% qui est inscrit dans ce projet nous semble particulièrement dur pour les Français et susceptible d'avoir des effets récessifs s'il n'était pas assoupli comme nous l'avons proposé et comme l'a esquissé le Premier ministre. Dans ce budget, des choix socialement discutables ont été faits. Les efforts se concentrent, comme vous l'avez expliqué, essentiellement pour 2 tiers en dépenses et 1 tiers en recettes. Dans cette copie, ce sont bien les classes moyennes et populaires qui supporteront la stagnation des salaires publics, le gel du barème de l'impôt sur les revenus, le quasi-gel des prestations, la hausse des franchises médicales, etc., etc. Ce sont aussi les collectivités locales qui sont mises à contribution, donc les services publics du quotidien et de proximité. Pendant ce temps, les multinationales et les grandes fortunes restent relativement préservées, avec une surtaxe temporaire et partielle sur l'impôt sur les sociétés dont lui-même, le Haut Conseil des finances publiques a souligné la fragilité du rendement, une taxe sur les holdings qui, en écartant les biens professionnels et les holdings patrimoniales, finalement exclut les holdings. D'ailleurs, et ce sera ma question, quels sont les rendements attendus de ces mesures, notamment une mesure sur la contribution différentielle des hauts revenus qui avait été annoncée à 2 milliards d'euros. Pouvez-vous nous dire exactement quel est son rendement en 2025 ? Pour conclure, ce projet de budget n'est ni juste ni acceptable. Il fait peser l'effort sur le plus grand nombre et épargne encore trop largement les grandes fortunes et les hauts patrimoines qui sont les passagers clandestins de la solidarité nationale. Nous ferons donc des propositions pour un budget plus juste dans l'effort et soutenable pour les Français. Merci Madame la députée. Vous d'abord vous donnez les chiffres de ce qui est prévu. La contribution différentielle sur les hauts revenus pour l'année 2026, on attend un rendement de 1,5 milliard, mais je vous rappelle que quand on se verse des dividendes et qu'on paye le PFU, pour un certain nombre de ménages, une partie de ce qui n'est pas dans la CDHR est dans le PFU. Donc c'est des enveloppes qu'il faut voir aussi un peu de manière intégrée, parce que la composition des revenus et les impôts qui sont payés peuvent changer la donne. Sur la taxe holding, on en attend 1 milliard d'euros de rendement, mais je veux revenir sur votre terme de passagers clandestins. Je pense que c'est un bon objectif collectif qu'on peut se fixer dans les débats à venir, que assez méthodiquement, on cherche les passagers clandestins parce que je pense que c'est une des ruptures du pacte républicain, du consentement à l'impôt et de la confiance collective qu'on a dans le système.
Donc, les passagers clandestins, ils peuvent être clandestins. Ils peuvent au fond bénéficier, comme je disais, des règles fiscales d'entreprise pour des objectifs personnels, c'est les holdings. Il y a un certain nombre de mesures qui sont liées à la fraude, d'où le projet de loi de lutte contre la fraude qui permet de cibler ce qui est du détournement, au fond de l'esprit des textes, parce qu'on utilise la lettre des textes et parfois on s'y faufile, et donc il faut qu'on change les textes. Et moi je suis très ouverte, et je vous le dis très sincèrement, à ce qu'un certain nombre de débats sur un certain nombre de dispositifs fiscaux qui ont été dévoyés, et qui ont été très bien évalués par beaucoup d'entre vous ici, qui ont été très bien évalués par la Cour des comptes, puissent faire l'objet, là aussi, de débats très ouverts. Et on pourra en parler, évidemment, au fil de vos propositions, qui sont que nous-mêmes avons travaillé à Bercy, des choses d'ailleurs sont publiques, sur un certain nombre de dévoiements, de mécanismes. Et donc je pense que là-dessus, on peut aller chercher du rendement, mais au-delà du rendement, je pense qu'il faut qu'on aille chercher de l'efficacité et de la confiance. Si nous partageons la nécessité de redressement des comptes publics, une chose est sûre, nous ne partageons pas la répartition de l'effort que vous nous proposez. Car qui paye dans ce budget? Ce sont d'abord les retraités, avec la forfaitisation de l'abattement de 10% de l'impôt sur le revenu. Ce sont les classes moyennes, avec le gel de l'impôt sur le revenu qui va coûter 1,9 milliard d'euros aux ménages. Ce sont les malades, avec 7 milliards d'économies sur l'assurance maladie. Ce sont les chômeurs, avec 1 milliard d'euros suite à la réforme de l'assurance chômage. Et qui est épargné, au contraire, par votre projet de budget? Eh bien, ce sont bien évidemment les plus riches et les grandes entreprises. Car vous nous parlez de l'optimisation fiscale des ultra-riches, mais vous nous proposez une taxe sur les holdings d'1 milliard d'euros, alors que l'Assemblée a voté en février, à l'initiative des écologistes, la taxe Zuckman, qui rapporterait plus de 15 milliards d'euros. J'en profite pour vous préciser que les écologistes ont demandé une saisine du CPO pour vérifier le rendement attendu de cette taxe holding, qui nous paraît bien peu fiable. Quant aux grandes entreprises, vous divisez par 2 la contribution exceptionnelle, ce qui va coûter 4 milliards d'euros à l'État. Dernier sujet, l'écologie. Vous nous disiez tout à l'heure que les émissions de gaz à effet de serre diminuaient. Mais dois-je vous rappeler qu'elles ne diminuent pas du tout assez vite? 1,8% en 2024, moins 1% en 2025. On est loin des 5% par an qui seraient nécessaires pour rester conforme à nos engagements de l'accord de Paris. Et le budget de l'écologie est, comme chaque année, complètement opaque. Je voudrais donc avoir des réponses précises sur ce sujet. Et en particulier, je voudrais connaître l'évolution de MaPrimeRénov', du leasing social, du fonds vert en 2026. Car pour diminuer nos émissions et protéger les Français des conséquences du dérèglement climatique, il faut agir concrètement et vite. Merci. Qui répond? Qui répond? Non mais, notre engagement climatique, je l'ai dit dans mon introduction, il est entier. Et vous avez raison, Madame la députée, la baisse des émissions s'est ralentie cette année. Mais on continue à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un pays qui continue à produire plus. Vous devriez vous en féliciter. Vous m'avez interrogé sur MaPrimeRénov', je l'ai dit, on a repris ça il y a quelques semaines, il y a quelques jours même. Et la ministre y reviendra. Mais non seulement on poursuit, mais on pérennise. Je l'ai dit dans mon introduction, et je pense que la ministre aura l'occasion de rappeler les chiffres. Le leasing social, vous l'avez mentionné, je ne sais pas si vous l'avez voté. C'est un succès énorme. Il a même été victime de son succès l'année dernière, et les commandes se multiplient. Et je vous rappelle en passant que le leasing social, ce sont des véhicules made in Europe, made in France, là encore grâce à des mesures qu'on a prises pour changer les règles de commande publique européenne, pour s'assurer qu'on puisse effectivement intégrer le bilan carbone de la production des véhicules dans leur vente. Alors, on va peut-être pas assez loin, on va peut-être pas assez vite, et ça pourra faire partie de l'objet des débats qu'on a ici. Mais reconnaissez quand même, quand on a des succès qui vont dans votre sens, qu'ils existent. Madame la ministre, monsieur le ministre, bon, le temps des douceurs étant arrivé, j'avais une inquiétude quand même avec ce texte, c'est l'abandon du 49.3 qui va nous poser un problème et qui nous oblige à la fois vous, ministre, et nous, parlementaires, à trouver des compromis et essayer de travailler autrement. C'est vrai que le 49.3, depuis 2022, était parfois confortable parce qu'on savait qu'il y avait ensuite un choix qui était fait par les ministres sur les textes qu'on allait adopter. Ça ne sera plus le cas. Tant mieux peut-être, mais ça va avoir des exigences. Moi, je dois reconnaître que dans ce texte, il y a des vraies mesures de justice fiscale. La contribution différentielle qui est prolongée, je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit limitée dans le temps. Je l'ai déjà dit plusieurs fois.
il faut qu'elle soit liée plutôt à une situation budgétaire que plutôt à une limite dans le temps, parce que c'est des pistes pour l'évitement, pour l'optimisation là encore, et je crois que c'est impératif. Ensuite, sur la taxe sur les holdings, j'ai bien regardé le texte. Je dois d'ailleurs saluer le travail des services de Bercy, parce que ça n'a pas été évident à mettre en place avec les règles européennes et autres. À mon avis, elle tourne beaucoup mieux que la taxe Zuckman. D'un point de vue juridique, en tout cas, elle tient beaucoup mieux. Parce qu'elle ne tient pas, la taxe Zuckman, d'un point de vue juridique. Et je pense qu'elle aura d'ailleurs un rendement plus important que vous le pensez. Parce qu'elle va éviter des comportements abusifs. Et elle va inciter à réinvestir les produits de certaines holdings dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est des effets intéressants qu'on peut avoir. Donc, je pense que ce sont des bonnes pistes. Après, on a un vrai sujet de pouvoir d'achat. Et il faut qu'on se rapproche de plus en plus entre le revenu brut et le revenu net sur la feuille de paye. Ça me semble important. Et c'est des valeurs que porte notre groupe. Enfin, il y a une absence, c'est le logement, qui est très absent dans votre projet. Qu'en est-il du statut de l'investisseur immobilier qui a été travaillé? Peut-être qu'il faut améliorer. Et on a un vrai sujet sur ce dispositif qui semble important et qui est attendu par beaucoup de professionnels. Voilà. Nous, le groupe, on va travailler avec vous à fond. On sera porteur, on participera au débat. On essaiera de trouver des liens, des moyens de se retrouver, parce qu'il est important de doter notre pays d'un budget. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Merci. Qui répond à Jean-Paul Maty? Alors, merci beaucoup, monsieur le député. Sur le logement, je dois vous dire qu'il y a eu énormément de propositions et qu'il me semble qu'il faut qu'on fasse un paquet, un peu de synthèse, équilibré et efficace. Parce qu'une liste de mesures, elles peuvent toutes sembler chacune intéressantes, mais il faut qu'on fasse quelque chose qui, dans l'ensemble, soit le plus efficace pour les deniers publics. Donc il y a des enjeux d'amortissement, il y a des enjeux de fiscalité, il y a des enjeux de soutien de manière plus directe, il y a des enjeux aussi, je tiens à dire, de logement vacant. Il y a peut-être vous savez, une association des maires qui veulent lutter contre la vacance des logements, association de maires de tous bords politiques qui ont fait des propositions, je crois, intéressantes. Donc on aura un débat et je souhaite que, d'ailleurs, avec le Sénat aussi, on puisse travailler sur ces thèmes. Merci pour votre soutien aux mesures sur la taxe holding. Il sera intéressant, d'ailleurs, effectivement, qu'on puisse sécuriser les éléments de cette taxe. Mais je tiens à le dire, par exemple, c'est aussi une taxe qui pourrait être, au fond, une forme de moteur d'investissement, puisque, comme elle exonère la prise de participation dans les PME européennes, ça peut devenir une forme d'incitation pour beaucoup d'acteurs à plutôt investir leur liquidité dans des PME européennes plutôt que dans des actions de par le monde, d'entreprises tout à fait respectables, mais qui ne sont pas européennes. Lors de l'examen de ce budget, nous devrons avant tout poursuivre l'effort de réduction des dépenses publiques en renforçant la lutte contre la fraude, en renforçant l'effort de réduction des dépenses de l'État et de ses opérateurs et en nous assurant que chaque euro investi soit efficace et concret pour les Français. Madame la ministre, sur le projet de budget présenté aujourd'hui, j'aurai deux questions. La première concernant le périmètre d'application de la taxe sur les holdings. Le texte évoque une cible de valeur vénale de 5 millions d'euros. Sur le même principe que pour le calcul de l'IFI, cette valeur est-elle une valeur nette de patrimoine détenu, en excluant donc les dettes associées? Seconde question, le groupe Horizon et Indépendants défend depuis de nombreuses années un meilleur soutien aux collectivités faisant des efforts de gestion, notamment sur leur budget de fonctionnement. Pour soutenir ces bons gestionnaires de finances publiques, le gouvernement, par voie d'amendement, compte-t-il s'engager à mieux accompagner les collectivités via un dispositif de bonus-malus? Je vous remercie. Merci. N'hésitez pas à laisser un ou deux bouts de fromage pour le président. Madame la ministre, monsieur le ministre. Peut-être, monsieur le président, ça pourrait devenir une routine en commission des finances, mais je laisserai d'autres apporter leur... Ah, la générosité. Ah, merci. Madame la députée. J'allais dire. Allez-y, madame la ministre. Attendez, madame la ministre, allez-y. Le seuil des 5 millions se fait en valeur brute, sauf pour les biens immobiliers qui sont en valeur nette. Mais le seuil ne dit pas ensuite comment l'assiette ensuite de fiscalité se fait. On prend les 10 000 en gros holdings connus des services fiscaux qui ont plus que 5 millions de valeur brute en calculant cette valeur en
considérant que les actifs immobiliers sont, eux, en valeur nette. Et ensuite, on regarde dans chaque holding ce qui est taxable ou pas selon les critères qu'on a définis et qui seront, je le sais, débattus. Vous avez aussi évoqué un point important sur les collectivités. D'abord, les collectivités ne sont pas des filiales de l'État, elles ne sont pas non plus des succursales, elles sont autonomes, la Constitution garantit cette autonomie, et je n'aime pas du tout le terme de variable d'ajustement. Je dois dire que puisque je vous ai parlé du fait que les collectivités auraient dans notre projet des dépenses de fonctionnement qui augmenteraient de 2,4 milliards, c'est-à-dire qu'elles seraient dans ce projet en train de suivre une règle qui serait une hausse de leurs dépenses de l'équivalent de l'inflation, c'est-à-dire du zéro volume. Là où l'État, lui, s'astreint à du zéro valeur, c'est qu'il fait des vraies baisses, ne couvrant même pas la hausse d'inflation pour ses propres dépenses. Et une des mesures, vous le verrez dans le projet de loi de finances, qui s'appelle le DILICO, la mesure que nous proposons, elle est un peu différente de celle de l'année dernière, précisément pour que les collectivités qui ont une gestion efficace, et donc au fond qui ont plus de dépenses d'investissement que de fonctionnement, dans la manière dont l'argent leur serait restitué, eh bien, soit encouragées, soit valorisées. Et je pense que c'est important, parce que sinon, des mesures homothétiques, qui sont un peu aveugles de la qualité de la gestion de la collectivité, découragent beaucoup les élus locaux qui, justement, investissent plutôt qu'ils ne dépensent en dépenses qui, du coup, sont dépenses plus de fonctionnement que d'investissement. Est-ce que vous êtes sûr de respecter l'objectif d'un déficit public en 2025 de 5,4% du produit intérieur brut, en baisse de 0,4 points par rapport à 2024? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que du côté de l'État, les recettes fiscales sont inférieures à ce qui est prévu en matière de TVA et dans une proportion très supérieure à ce qui est indiqué dans l'avis du Haut Conseil, puisque vous aviez prévu plus 5 milliards sur la TVA et aux dernières statistiques à fin septembre, on est à moins 8. Donc, on risque d'avoir des moins-values fiscales très importantes qui ne seront pas forcément compensées par l'IS, puisque l'IS, on ne sait jamais trop comment ça finit avant le 5e acompte. Donc, première question. Deuxième question, est-ce qu'il est raisonnable de redresser les finances publiques à hauteur de 0,1 point de PIB pour 2025 en augmentant les prélèvements obligatoires de plus de 0,3 points de PIB, en portant le taux de prélèvement obligatoire de 43,6 en 2025, prévisionnel, à 43,9 en 2026. Et est-ce qu'on a vraiment les moyens de réduire de 1,1 milliard la CVAE nette et de réduire de 4 milliards la surtaxe d'IS? Troisième question, est-il raisonnable de prévoir en 2026 une hausse en valeur des dépenses de fonctionnement des collectivités locales de 1%, soit une légère baisse des dépenses de fonctionnement en volume, avec une inflation provisionnelle autour de 1,1. Et est-ce que le DILICO est l'outil permettant d'avoir des dépenses de fonctionnement aussi faibles? Ou est-ce que, comme on l'a constaté à plusieurs reprises, entre les prévisions gouvernementales et les réalisations, en dépenses de fonctionnement? Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le nouveau DILICO sera plus efficace que l'ancien DILICO? Et est-ce que vous allez rembourser le DILICO 2025, qui était d'1 milliard, puisque vous le portez à 2 milliards, hein, le DILICO 2026? Et puis, dernière question sur la fraude fiscale. Tout le monde, à ma connaissance, est pour le renforcement de la lutte contre la fraude. Mais vous estimez que ça pourrait vous rapporter 1,5 milliard dès 2025, grâce à un texte que nous allons, je pense, voter pour aider. Mais le temps de mettre tout ça en cause, et d'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques dit que la marge de 1,5 milliard à atteindre en 2026 ne paraît pas crédible. Donc, vous avez raison sur la TVA, il y a des moins-values. On a des plus-values sur d'autres impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, qui se fondent sur des révisions du bénéfice 2024. Donc ça, c'est de l'acquis, ça ne bougera plus. Et on a, il faut le reconnaître aussi, des collectivités locales avec des dépenses qui évoluent de manière moindre. Et ça prouve qu'elles peuvent le faire. Et j'espère qu'elles vont continuer à le faire, comme nous devons tous faire des efforts pour le faire. La CVAE, l'IS, tout ça, ce sera des débats qu'on aura et qui seront intéressants. Mais vous l'avez dit, le taux de prélèvement obligatoire, il va augmenter. Moi, je préférais qu'il baisse.
mais il va augmenter un peu. On verra là où nous emmèneront les débats. Mais qu'on puisse, malgré une hausse des prélèvements obligatoires, cibler des baisses de prélèvements qui vont nous permettre de développer la croissance, de continuer l'attractivité et la compétitivité dans un monde qui est en plein bouleversement. Moi, je pense que c'est important parce que j'ai eu pas mal de questions qui ont été mentionnées sur l'impact récessif du redressement budgétaire, sur un budget dit récessif aussi de la part de la députée Mercier. On a absolument besoin de restaurer la confiance des agents économiques en 2026. Nous avons un rôle à jouer là-dessus parce que les incertitudes politiques, je le répète, jouent. Vous avez tous des chefs d'entreprise aujourd'hui, j'en suis sûr, qui vous disent là, il faut arrêter parce que nous, on sent aujourd'hui dans les carnets de commandes et dans nos projets d'investissement une volonté de lever le crayon. Mais pour ça aussi, il n'y a pas que les discours, il n'y a pas que les 49.3, il n'y a pas que les budgets votés. Je pense qu'une baisse d'impôt, je le répète, d'un impôt qui est pervers et qui se traduit par des déficits de compétitivité, c'est une bonne idée, mais on aura évidemment ce débat avec vous tous et vous toutes. Nous estimons pour notre part que ce budget ne répond pas aux besoins de nos concitoyens et à cette situation compliquée. Et nous aurons peut-être, je dis bien peut-être parce que nous verrons ça jeudi, l'occasion d'y revenir plus longuement. Pour ce soir, j'ai 4 questions et remarques. D'abord, concernant la dette, et en fait l'utilisation de la dette comme instrument de sidération, de peur auprès de nos concitoyens. Comment considérez-vous l'opportunité de réinternaliser la dette en se désintoxiquant des marchés financiers qui sont des prédateurs de notre économie et en créant, pourquoi pas, un circuit du Trésor européen? Deuxièmement, la taxe sur les holdings est inopérante, cher Jean-Paul Mattei, et nous le démontrerons. Mais pourquoi ne pas regarder de plus près le pacte Dutreil, aujourd'hui dévoyé, et dont tout le monde, de la Cour des comptes jusqu'au nouveau prix Nobel d'économie, demande et s'attache à dire que ce n'est plus une niche, c'est un chenil. Allez-vous permettre de regarder ce dispositif hors de contrôle? Troisièmement, je me permets de vous inviter à beaucoup de prudence sur la question ultramarine et la nécessité de travailler avec nos collègues ultramarins sur l'article 7 et la mise en œuvre de la LODEOM. Il y a beaucoup de colère et de crispation par rapport à la vie chère dans les Outre-mer et je ne pense pas que l'article 7 mette de l'apaisement. Enfin, quatrièmement, il y a une question sur l'impôt sur le revenu. Le rendement de l'IR dans les chiffres clés que vous nous avez donnés passe de 94,9 milliards à 104 milliards, selon vos projections. Qui sera concerné par cette hausse? J'ajoute que hausse de TVA plus hausse de l'impôt sur le revenu, c'est d'abord au détriment des classes populaires et moyennes dans votre projet de budget. Vous avez un pouvoir d'amendement et nous sommes au banc. Donc, monsieur le député, c'est le principe du débat, c'est qu'on débat. Sur les Outre-mer, il y a plusieurs éléments. Il y a le régime d'aide fiscale à l'investissement productif en Outre-mer, c'est ce que vous citez comme étant l'article 7, et qui comporte 4 dépenses fiscales dont le coût est passé de 750 millions en 2018 à 1,2 milliard en 2023. Donc là, je voudrais aussi qu'on ait un débat factuel pour qu'on regarde ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, et ce qui doit être ciblé et ce qui doit pouvoir être peut-être revu. Et puis, on a le dispositif LODEOM, qui est un dispositif d'exonération de charges sociales. C'est une forme d'allègement général dédié aux Outre-mer. Je vous le dis franchement, et on aura le débat. Évidemment qu'il faut qu'on soutienne l'emploi, l'investissement, l'innovation dans les Outre-mer. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous avez 6 barèmes. Vous avez des barèmes différenciés par territoire. Vous avez des barèmes différenciés par secteur. Et je serais ravi de travailler avec vous. Je pense que la première chose qu'on doit faire, déjà, même si on le faisait à rendement ou à coût constant, c'est une immense simplification. 60% aujourd'hui des déclarations de charges sociales en Outre-mer sont erronées, pas parce que les gens fraudent, mais parce que personne ne peut les remplir correctement, tellement c'est compliqué. Donc on a ici un enjeu de simplification, d'efficacité, de lisibilité. Il y a aussi un enjeu, et je dois le dire, si vous regardez le budget des Outre-mer, entre ce que sont les crédits budgétaires, si vous y ajoutez ensuite les crédits LODEOM, vous n'avez au fond qu'un tiers des dépenses pour les Outre-mer avant même de regarder les dépenses fiscales. Donc les Outre-mer aujourd'hui, qu'est-ce que fait la collectivité? Beaucoup de niches fiscales et au fond assez peu d'investissements directs sur les enjeux de logement, sur les enjeux d'accès à l'eau, sur les enjeux évidemment de cohésion sociale. Et donc je pense que c'est un budget, et j'ai beaucoup travaillé avec Manuel Valls, et je le ferai évidemment avec Naïma Mouchou dans les prochaines semaines, sur lesquels, au-delà des montants, il faut qu'on se demande quels sont les besoins. Et je pense que c'est des débats qui seront utiles à avoir de manière là aussi transparente et tout à fait dépassionnée. À nouveau, il faut qu'on puisse remettre en cause des choses. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qu'on a faites qui marchent, des choses qu'on a faites qui ne marchent pas.
Et au fond, le moment démocratique qui nous est permis aujourd'hui de mener, c'est peut-être aussi de pouvoir se dire les choses avec un peu moins de dogme, de dogmatisme. Merci. Sur l'impôt sur le revenu, là aussi, je pense qu'il y a une petite confusion entre les montants nets et les montants bruts, parce que sinon, l'écart que vous décrivez me semble effectivement important. Il en reste là aussi que le HCFP considère que notre prévision, elle est crédible, elle est un peu haute à leurs yeux, parce qu'elle est liée à une prévision économique qu'ils considèrent comme étant un peu haute. Mais je viendrai vous en parler en détail, monsieur le député. Mais de qui se moque-t-on? On est dans le pays le plus fiscalisé du monde et vous venez nous annoncer une augmentation de la fiscalité. Enfin, il y a un moment, il faut comprendre que vous détruisez l'économie. Vous détruisez les entreprises, vous détruisez les ménages. N'allez pas considérer qu'en augmentant les impôts, vous allez doper la consommation. Ça ne marche pas comme ça. Merci. Donc, oui, mais j'ai été interrompu, monsieur le président. Oui, mais comme vous avez été interrompu, c'est la raison pour laquelle je vous ai laissé jusqu'à 2h45. Mais je crois qu'on a compris la question. Reprenez le micro alors, allez-y. Est-ce qu'il y a bien le gel de l'indice des fonctionnaires dans ce budget? Ok, il est où? Votre question sur le solde qu'on appelle stabilisant, c'est page 104, tableau 24 du rapport économique, social et financier du RESF qui est en ligne et qui vous calcule qu'en 2026, le solde stabilisant, vu les conditions, est de 2,8% de déficit. Et le tableau, d'ailleurs, vous montre chaque année avec les prévisions, donc ça permet d'avoir la transparence sur les éléments. Juste sur les éléments factuels sur lesquels vous nous interrogez, les fonctionnaires dans notre pays n'ont pas de salaire indexé à l'inflation. Et donc, la manière de calculer la masse salariale de l'État inclut effectivement, une non-valorisation du point d'indice. C'est une mesure très dure pour les fonctionnaires et qui d'ailleurs a beaucoup rogné leur pouvoir d'achat, je l'assume et je le dis. C'est une mesure aussi d'effort collectif et je tiens à remercier les fonctionnaires, les agents publics qui partout en France s'engagent au quotidien. Un certain nombre de mesures avaient été prises face à la crise inflationniste par 2 fois, 3,5 puis 1,5% d'augmentation des salaires. Mais je peux vous dire qu'en 2026, effectivement, les prévisions de masse salariale que nous avons ont comme sous-jacent qu'il n'y a pas de revalorisation du point d'indice. C'est la fin de cet épisode. On va continuer à suivre évidemment sur LCP les différentes étapes de cet examen budgétaire qui s'annonce houleux à l'Assemblée nationale. On se retrouve très bientôt. Merci à tous de votre fidélité. Ciao, ciao.